Jacques Roubaud, Eros mélancolique, pour vous, c'est presque le titre nécessaire et suffisant pour parler de ce qui est le fond du problème, par exemple dans les contes du Graal ou dans la poésie des troubadours? Oui, la poésie des troubadours est confrontée dès l'origine avec le problème de la mélancolie. Il ne le pose pas comme ça, mais une grande partie de la démarche des troubadours est comment se débrouiller avec ça. Comment se débrouiller avec ça, parce que deux grands écueils peuvent plonger le troubadour dans la mélancolie. C'est d'une part avoir le sentiment que l'amour est néant, et par conséquent ce que l'on dit est néant parce que l'amour est néant, ou au contraire, ce que l'on dit est néant parce que l'amour est néant. Quelque part, vers 1230, pendant l'automne du Trobar, Ami Albert en sont souvent, font beaucoup les troubadours et proposent des bas d'amour, et d'autres, s'il leur plaît aussi. Mais moi, je fais ce que jamais homme ne fit. Dansons sur ce qui n'existe pas. Sur tout sujet, aisément vous me répondriez. Mais à rien, je veux votre réponse. Et ce sera la tenson du néant. Seigneur Aymeric, puisque du pur néant, vous me voulez vous faire réponse. Je ne veux d'autre raisonneur que moi-même il m'apparaît. Clair qu'à toute question, il y a réponse, mais qui répond sur ce qui n'est pas. Un néant est par un autre payé. Aussi, au rien que vous me proposez, je réponds que je vais me taire. Albert, ce que je vous dis est vrai. Donc, je dis que le néant est visible, car si un fleuve du pont fixement vous regardez, vos yeux vous diront que vous avancez sans cesse, et que l'eau qui court reste immobile. Seigneur Aymeric, cela n'est ni mauvais ni bon, ce que vous avez entrepris, car vous avancez aussi peu. Aussi peu que le moulin s'arroue sur le côté, qui bouge tout le jour et n'avance en rien. Donc c'est le néant de dire et le néant de dire quelque chose qui est néant. Bon. Alors, il y a dans toute la poésie des troubadours un affrontement entre les tentatives de maîtriser cette violence, la violence de l'éros, et la quasi-impossibilité de le faire. Dans la partie narrative, c'est-à-dire par exemple le conte du Graal et ensuite le Lancelot en prose, on a une traduction romanesque de ça. Les deux sont liés. C'est-à-dire que le Lancelot en prose vient après Chrétien de Troyes et il reprend certains des thèmes de Chrétien de Troyes, bien entendu. Et c'est dans le Lancelot en prose que véritablement le problème est placé sous l'éclairage médical, mais transmis par la médecine arabe, passé chez les grands médecins de Montpellier, par exemple, on a un certain nombre de cas, et il se trouve que dans le Lancelot en prose, la grande histoire de Lancelot avec Guenièvre se heurte à la passion que le prince Galeot a pour Lancelot. Et là, c'est typiquement une passion mélancolique. S'il est vrai que la mélancolie n'est pas tellement due à la perte d'un objet, mais à la douleur insurmontable d'une perte qui anticipe celle de l'objet, qui peut même viser un objet inexistant ou encore la capacité fantasmatique de faire apparaître comme perdu un objet inappropriable, qu'en est-il de Galeot? La machinerie mélancolique, le piège mélancolique dans lequel il est enfermé s'enferme, est un des plus parfaits qui soit. On se souvient que Galeot obtient la promesse de la compagnie de Lancelot de préférence à tout autre homme. Mais Lancelot, qui, sauf quand il parle à la reine, lit toujours ses paroles d'un fil silencieux de réserve mentale, ne dit pas alors qu'il appartient déjà et avant tout à Guenièvre. L'objet aimé est donc, pour Galeot, perdu avant d'être gagné. Ce qui est assez significatif dans ce cas-là de l'éros mélancolique, c'est qu'elle est considérée comme perdue d'avance. La passion amoureuse est condamnée dès le départ. Et ça, je crois que c'est une idée de l'attitude mélancolique qui réapparaît constamment et dont parlera Freud. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de création, puisqu'il s'agit bien de ça là, sans qu'il y ait effectivement ce sentiment de perte et d'échec? Dans la version narrative, bien entendu, la création de Galeot, c'est la conquête du monde. C'était ça, il avait son ambition, puisqu'il voulait soumettre tous les rois, et évidemment le plus grand d'entre eux, le roi Arthur. Ensuite, tous les rois viendraient se soumettre à lui, et il serait dans son château dont la plus haute tour était construite à l'image de sa mère, enfin la belle géante. Bon. Et donc, ça, c'est ça son œuvre.
Pour la narration, c'est cette œuvre qui est détruite par l'amour. La conscience de l'état mélancolique qui est le sien, à laquelle arrive Galeot, n'est pas la moindre splendeur de son cas. Et il en donne une expression révélatrice dans un passage de la version longue du conte où il raisonne sur son destin. Sire, les malchances ne me commencent pas maintenant. Je suis le chevalier du monde, à qui les plus grandes chances ont été, et il est désormais bien saison que j'en souffre. Car Dieu fit tant un jour pour moi qu'il me donna ce que je voulais. Et celui qui a ce qu'il veut, il ne peut plus gagner, mais il peut perdre. Et je suis à la perte entrée. Alors, pour les troubadours, c'est différent. C'est-à-dire que les éléments, le chant, l'amour et la forme dans laquelle les mots sont entrés dans la canzu, ça, c'est lié. Et dans l'ensemble de ce dispositif doit tenir à l'écart la violence de l'éros. S'il existe un art formel poétique principalement de la mélancolie, c'est quelque chose qui serait forcément du côté de la complexité, de l'obscurité. À vrai dire, ce n'est pas absolument certain. La grande image que Nerval a trouvée dans Le Soleil noir de la mélancolie, qu'on trouve pas de manière dite aussi nettement, mais que l'on trouve quand même à la Renaissance et dans la poésie de la méditation, donc cette espèce de soleil terrifiant, peut avoir une version, une autre face, qui serait aussi redoutable, qui serait le soleil blanc, qui peut également conduire au désespoir. Je ne suis pas absolument certain aujourd'hui que le Trobauler, c'est-à-dire la parole totalement claire, qui est relativement dominante dans la poésie des troubadours, n'a pas finalement la même fonction que le Trobarclus. Le Trobarclus étant la forme complexe qui va essayer d'enserrer dans un système de rimes et de mètres extrêmement compliqué, va essayer d'enserrer ces choses-là. Mais le Trobauler, c'est-à-dire l'autre face, la face tranquille et claire, en fait a aussi la même fonction. Donc ce sont deux faces de la même chose. Et cette chose, c'est quoi ? C'est tenir à l'écart la violence de l'éros par la mesure. Le malade imagine fortement la forme et la figure de celle qu'il aime. Il croit et il opine qu'elle est la meilleure, la plus belle, la plus aimable, la plus extraordinaire, la mieux douée qu'aucune autre en vertu corporelle et morale. C'est pourquoi il la désire constamment, sans hésitation ni mesure, pensant que s'il peut satisfaire son désir, il atteindra la félicité et la béatitude. La maladie est dite heroes, c'est-à-dire des héros, parce que les héros et les nobles sont ceux qui sont les plus sujets à cette affection. Les signes sont la perte du sommeil, du boire et du manger. Le corps s'affaiblit, le malade est plongé dans des pensées secrètes et profondes. Il soupire constamment. L'esprit est détourné de son rôle de direction des énergies du corps et l'amoureux. Il est empêché de se nourrir et de boire ainsi que de penser, se souvenir, imaginer et dormir. Et la passion devient alors folie d'amour. Et dans cet état, il n'y a plus la place dans l'esprit de l'amoureux pour autre chose que l'image de l'objet de son amour. Et si cet état dure encore, c'est la stupéfaction de l'amour. Les médecins ne peuvent plus rien faire pour lui. On le voit aussi chez les troubadours, par exemple, sous forme narrative, quand certaines sortes de contes, qui sont les préfigurations des nouvelles, mettent en jeu des situations catastrophiques quand on est sorti de la mesure. On est oltre misura, on est sorti de la mesure. Et c'est par exemple l'histoire de Peire Vidal, qui est, à cause de sa passion pour une dame qui s'appelle la Louve, devient loup. Alors, c'est présenté sous forme en partie burlesque, mais en fait, c'est une mise en narration, une mise en compte de cette espèce de terreur, la terreur de la violence d'Eros. Jacques Roubaud, il y a un lien d'ailleurs entre mélancolie et humour. Humeur Oui, amour, mort, humour. Humeur, bon, donc il y a le lien médical, évidemment. Et le lien médical des humeurs, de la théorie des humeurs, a une dérivation dans l'humour.
espèce de l'humour, c'est quand même une forme abâtardie de la lutte contre l'éros mélancolique. Alors, on trouve ça chez les troubadours, on le trouve très évidemment du côté du troubarclouse. Du côté du troubarclouse, ça prend une forme sarcastique. Chez Rimbaud d'Orange ou chez Arnaud Daniel, en même temps que la version étrange, la version paroxystique, la version violente, la version complexe, derrière ça, il y a toujours des choses qui tiennent au registre comique d'une certaine façon. Et d'ailleurs, cette façon de faire intervenir le registre humoristique ou le registre comique est toujours liée à des problèmes formels. C'est par exemple le passage à la prose à la fin de certaines coblas de Rimbaud d'Orange, où il se met à terminer ces coblas par des passages en prose, ce qui est une violation totale du système de la forme de la canso. Jacques Roubaud, vous avez souvent relié mélancolie à deux autres mots qui commencent par la lettre M, mémoire, méditation. C'est une sorte de trinité qui permettrait le poème. Enfin, il faudrait être dans ces trois états ou posséder ceci pour pouvoir écrire. C'est une interprétation possible de la situation de la poésie par rapport à la mélancolie. Dans mon idée, il y a un lien assez profond entre la poésie et la mémoire. Et si on prend par exemple les troubadours, il est clair que la canso d'amour est une canso qui joue sur deux moments de la mémoire, le souvenir de l'amour, donc le souvenir de la rencontre de la dame, le souvenir de l'effet qu'a été la beauté de la dame sur le troubadour, le regard, les yeux, et l'anticipation, ce qui est l'imagination, anticipation, qui est aussi une forme de mémoire. Parce qu'on se place dans quelque chose qui est le futur antérieur. Ça aura été comme ça, et à ce moment-là, je m'en souviendrai, et je me souviendrai de quelque chose qui peut-être se sera passé. Et alors là, c'est évidemment beaucoup un irréel du futur. Bon. Ce que les troubadours réalisent pour essayer de contrôler la violence, le danger mélancolique, chez eux, le danger mélancolique est essentiellement le danger amoureux. C'est l'éros mélancolique qui est en cause, alors que le continent mélancolique est beaucoup plus vaste que ça. Mais enfin bon, il est clair que leur idée, c'est la mesura, donc la forme, la mesure, et la constitution, la réflexion, le travail incessant, le travail constant que le troubadour fait sur son poème, sur sa canso et sur sa musique, pour eux est lié à la constitution formelle, ce travail. Et c'est par ce travail qu'ils arrivent à essayer de surmonter le problème. Alors, l'idée de méditation, elle, est plus tardive. Dès que je me lève, 4h30, 5h, je prends mon bol sur la table de la cuisine. Je l'ai posé là la veille, pour ne pas trop bouger dans la cuisine, pour minimiser le bruit de mes déplacements. Je continue de le faire, jour après jour, moins par habitude que par refus de la mort d'une habitude. Être silencieux n'a plus la moindre importance. La stratégie de la méditation, avec son lien précisément aussi à la mélancolie et à la mémoire, qui vient plus tardivement, c'est quelque chose qui va se substituer à la stratégie des troubadours. Être silencieux n'a plus la moindre importance. Je verse un fond de café en poudre de la marque Zama Filtre. Que j'achète en grand verre de 200 grammes au supermarché Franprix. En face du métro Saint-Paul. Pour le même poids, cela coûte à peu près un tiers de moins que les marques plus fameuses, Nescafé ou Maxwell. Le goût lui-même est largement un tiers pire que celui du Nescafé, le plus grossier non lyophilisé.
qui n'est déjà pas mal en son genre. Je remplis mon bol au robinet d'eau chaude de l'évier. Je porte le bol lentement sur la table, tenant entre mes deux mains qui tremblent le moins possible, et je m'assieds sur la chaise de la cuisine, le dos à la fenêtre face au frigidaire, et à la porte face au fauteuil laid et vide, qui est de l'autre côté de la table. À la surface du liquide, des archipels de poudre brune deviennent des îles noires bordées d'une boue crémeuse qui sombre lentement, horrible. Je pense, et l'affreuse crème près des bois flottants. Je ne mange rien. Je bois seulement le grand bol d'eau à peine plus que tiède et caféiné. Le liquide est un peu amer, un peu caramélisé, pas agréable. J'avale, et je reste un moment immobile à regarder au fond du bol la tache noire d'un reste de poudre mal dissoute. Après l'intervention très soudaine d'une forme de la réflexion méditative d'inspiration religieuse que sont les exercices spirituels de Loyola, il y a assez rapidement dans la poésie des langues vernaculaires de la Renaissance l'intervention de la poésie de la méditation. On la voit apparaître dès 1560 à peu près. Elle se fait beaucoup à travers la forme du sonnet. Donc au fond, si on résumait comme ça, la mélancolie suppose un travail et un effort créateur qui est un effort créateur en vue vraiment d'inventer quelque chose et non de se laisser aller à un discours qui serait informe. Probablement, c'est pas dans l'intention, mais il se trouve que la manière de surmonter la dérive mélancolique, d'une part, et en même temps, en étant poussé par cette dérive mélancolique. Il s'agit à la fois, d'une certaine façon, de se laisser aller à la tentation mélancolique et de la surmonter par la création poétique. Et la création poétique a forte composante formelle. C'est un petit peu d'ailleurs ce que quelqu'un comme Giordano Bruno a en vue quand il parle du furieux. Le furieux. D'ailleurs, une bonne partie, dans les fureurs héroïques de Bruno, les interventions poétiques sont sous la forme de sonnets. Et il y a un investissement formel très, très, très évident. Dès que je me lève, 4h30, 5h, je prends mon bol sur la table de la cuisine. Je l'ai posé là la veille, pour ne pas trop bouger dans la cuisine, pour minimiser le bruit de mes déplacements. J'ai une amie, je ne sais laquelle. Elle n'a rien qui me plaise ou pèse, ça m'est égal. Sans l'avoir vue, je l'aime fort. Si je ne la vois pas, ça va bien. Tout ça ne vaut pas un coq. Je ne sais pas où elle vit. Je n'ose dire comme elle me blesse. Est-ce que ça continue après on va peut-être pas jusqu'à nos jours. Est-ce que c'est toujours le même problème qui se pose au créateur dans cette relation à la mélancolie et dans à travers donc mélancolie, mémoire, méditation, ce travail de renouvellement des formes? À plusieurs moments dans la poésie de langue française, depuis les troubadours, la mélancolie a joué un rôle. Elle a joué un rôle entièrement négatif à certains moments, en grande partie pour les classiques. Mais au fond, on peut dire que, il me semble que Alceste est un mélancolique. Le misanthrope est un mélancolique. Et donc la manière de le désigner, la manière de le mettre en scène, est donc une représentation négative de la mélancolie. En revanche, par exemple, quelqu'un comme Charles d'Orléans, qui emploie beaucoup le terme de mélancolique dans ses poèmes, a des images qui renouvellent de manière assez fascinante le thème, puisque un de ces rondeaux commence par « c'est la prison d'Édalus », c'est-à-dire la prison de Dédale, comme en mélancolie. Alors, bien entendu, après, il faudrait parler du spleen baudelairien. Et justement, est-ce qu'il y a un lien entre cette idée de spleen et ce qu'on a entendu là par mélancolie? Ça, je ne sais pas. Baudelaire est extrêmement compliqué et d'une certaine façon, il est pervers. Et il est pervers formellement aussi. Parce que les grands poèmes les plus mélancoliques de la poésie baudelairienne sont des sonnets. Mais ce sont des sonnets qui sont composés
en s'éloignant de la forme, en mettant de manière assez sournoise la forme en question. Je suis malade, je vais mourir. Je ne sais quand je suis endormie. À peu nommer le cœur parti, d'un deuil au cœur, tout ça ne vaut pas une fourmi. Je ne sais pas être autrement. Je porte le bol lentement sur la table, tenant entre mes 2 mains qui tremblent le moins possible, et je m'assieds sur la chaise de la cuisine, le dos à la fenêtre face au frigidaire, et à la porte face au fauteuil laid et vide, qui est de l'autre côté de la table. À la surface du liquide, des archipels de poudre brune deviennent des îles noires bordées d'une boue crémeuse qui sombre lentement, horrible. Je pense, et l'affreuse crème, près des bois flottants. Je ne mange rien. Je bois seulement le grand bol d'eau à peine plus que tiède et caféiné. Le liquide est un peu amer, un peu caramélisé, pas agréable. J'avale, et je reste un moment immobile à regarder au fond du bol la tache noire d'un reste de poudre mal dissoute. Donc je ne sais pas, il faudrait regarder ça peut-être de plus près, dans quelle mesure il y a un lien de substance entre le spleen et la manière dont Baudelaire se bat avec sa forme. Alors, ce qui est clair, c'est que, par exemple, Mallarmé, lui, prend exactement le contre-pied de Baudelaire pour ça. Dans les grands sonnets de la fin, qui sont aussi des sonnets liés au problème mélancolique, c'est les grands sonnets de la fin sont des sonnets qui sont dans la forme la plus ultra, la plus stricte et la plus ultra qui soit possible à l'intérieur même de la forme sonnée. Donc, au-delà de ce qu'on appelle l'obscurité mallarméenne, que l'on a généralement regardé uniquement du côté de la difficulté qu'il y a à construire la syntaxe des phrases et à se demander ce que ça veut dire en tant que sens. À côté de ça, il y a ce choix tout à fait étonnant de mettre la forme sonnée aux commandes de toute la poésie avant qu'elle soit détruite par le livre futur, qui n'a jamais lieu, et qu'il trouve dans un dernier geste de ce grand poème mélancolique qu'est le coup de dé. Avant ça, c'est le sonnet. Et c'est le sonnet sous la forme la plus ultra qu'avait défini Banville, dans lequel les conditions de la correction du sonnet sont telles qu'on éliminerait de la traduction du sonnet une majorité des sonnets qui ont été composés. Et Mallarmé, délibérément, emploie cette forme-là. Je n'ose dire comme elle me blesse. Aussi je me tais. Je suis triste si elle reste ici. Sans l'avoir vu, je l'aime fort. J'ai fait ce vers, je ne sais de quoi. Et ce seraient des poèmes mélancoliques de Mallarmé ou Oui, les derniers. Vraiment. Oui, au seul souci de voyager, outre une Inde splendide et trouble, ou bien à la nuit accablante tue basse de basalte et de lave. C'est les très grands, ou même les tombeaux. Parce qu'une des versions de la poésie mélancolique, c'est le tombeau. Il ne sera ni de moi, ni d'autres gens. Je suis malade, je vais mourir. Je ne sais pas où elle vit. Et je le transmettrai à quelqu'un qui le transmettra à une autre, jusqu'à Poitiers, pour qu'il m'envoie de son étui la contre-clé. Jacques Roubaud ferait peut-être se méfier justement des mots dans tous ces poèmes. Quand il y a le mot mélancolie, il n'y a pas forcément la mélancolie. Non, parce que le mot mélancolie, comme beaucoup de mots, il passe comme des galets roulés par la vague pendant des millions de siècles. Au bout d'un certain temps, ils sont usés. Et il y a un usage mou, un usage faible, un usage médiocre du mot mélancolie. C'est extrêmement difficile de garder au mot toute leur force. Donc ce n'est pas particulièrement caractéristique que le mot mélancolie s'y trouve pour qu'on reconnaisse qu'un certain type de poésie se débat avec la mélancolie. Les chemins de la connaissance, anatomie de la mélancolie. Une émission proposée par Christian Rosset. Aujourd'hui, Eros mélancolique, première partie, Mal d'amour, mal de l'âme, avec Jacques Roubaud, compositeur de poésie et de mathématiques. Il ne sait ce qu'il dit, où il va, et dans cet état où il n'y a plus rien à faire. Il se parle à soi-même, où il n'y a plus de guérison possible. Où la nature même de l'amoureux est changée, les médecins ne peuvent plus rien faire pour lui. Réalisation, Antoine Lehambre, Éloi Royer. Texte rassemblé, traduit ou écrit par Jacques Roubaud, extrait de La Fleur inverse, Les belles lettres,
et de Quelque chose noir, poésie Gallimard, lu par Elsa Dénès et Mathias Beller.